bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Pour ce 16e épisode, nous allons parler de raison d'être, bien sûr, mais aussi de communication et de valeurs d'entreprise. Irène Grenet est haut fonctionnaire, auteur de l'ouvrage La publicité dans le monde nouveau aux éditions Odile Jacob. Vincent Lamkin est associé fondateur de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley. Donc, bienvenue à tous les deux. Et pour démarrer l'échange, une question devenue un rituel de l'émission. Quelles sont, selon vous, les finalités des entreprises? Irène, si vous voulez commencer. Oui, merci encore de cette invitation et bonjour à tous. Je pense que pour parler des finalités d'une entreprise, je pense qu'il faut distinguer entre celles qui sont ses finalités propres et celles finalement qui ont trait à sa place finalement dans la société. Tout d'abord, les finalités propres, il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a aucun débat, c'est produire de la richesse. Une entreprise, si elle ne maximise pas la valeur, si elle n'est plus profitable, elle court à la faillite et tout simplement elle disparaît. Donc là, il n'y a pas de débat là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de considérer les finalités qui peuvent être celles de l'entreprise prise dans la société. Et là, je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a une première dimension qui est classique, mais extrêmement importante et je dirais non triviale dans des sociétés qui n'ont pas connu le plein emploi depuis des décennies, c'est que l'entreprise, elle crée des emplois, elle crée des jobs. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel avec tout ce qui va avec, ça veut dire dans un contexte de sujet de pouvoir d'achat, c'est verser des salaires. Dans un contexte de réforme des retraites, ça veut dire contribuer aussi à notre système de financement de la protection sociale, etc. Il y a une deuxième finalité sociale, ça c'est quelque chose de plus dans la réflexion, un peu plus récent et qui est très important, qui est toute la réflexion sur ce qu'on appelle les externalités négatives en économie, ça veut dire la façon dont, pour produire cette richesse, qui est sa finalité, comment finalement la fin ne justifie pas les moyens et que l'entreprise doit faire en sorte de minimiser, voire d'annuler le gaspillage des ressources, l'exploitation des travailleurs, enfin évidemment tout ce qui n'est pas tolérable. Et puis il y a un dernier point, une troisième fonction, une troisième finalité, je dirais sociale, qui est à mon avis celle qu'on va un peu discuter ensemble aujourd'hui, qui est complètement nouvelle, très disruptive, qui considère que finalement, une des finalités de l'entreprise, c'est aussi de contribuer au bien commun. Je ne serai pas totalement original parce qu'effectivement, Irène a posé des jalons qui me semblent importants et que je partage. C'est vrai que la première finalité de l'entreprise, elle est de produire de la richesse, elle est de produire, de créer, de concevoir, de commercialiser des biens et des services qui répondent aux besoins des hommes et de la société. Et en ce sens, je dirais déjà, pour mettre un peu les pieds dans le bas de notre échange sur le dernier point qu'évoquait Irène, que déjà là, elle répond déjà au bien commun, je crois. C'est vrai que la richesse qu'elle génère, elle sert aussi la société et les hommes à travers, ce point aussi a été évoqué par Irène, il est important, par le fait que l'entreprise, elle génère de la richesse par les salaires qu'elle donne, par l'impôt qu'elle paye, qui rémunère des actionnaires, des salariés, et à travers lesquels donc la société, l'État aussi a des moyens pour répondre à des missions régaliennes. Mais ce qui me paraît intéressant par rapport aux problématiques de la communication et de l'enjeu d'image des sociétés, des entreprises dans la société, c'est cette idée effectivement que cette richesse produite, elle a toujours une ambivalence par le fait qu'il y a d'un côté une richesse qui est produite pour la société et une richesse qui est produite pour elle-même, pour l'entreprise. Et donc, il y a toujours ce soupçon de légitimité sur l'engagement sociétal de l'entreprise, parce que finalement, elle doit toujours démontrer que la richesse qu'elle produit pour elle-même ne contrevient pas à la richesse qu'elle crée pour la société. Donc, c'est ce point-là, moi, qui me paraît intéressant, en tout cas, du point de vue de nos métiers. Merci pour ce développement qui nous permet de bien comprendre et de bien mettre en place les enjeux avant d'entrer dans le vif du débat. Alors, Irène, dans votre ouvrage, vous interrogez la place de la publicité à l'ère où les entreprises doivent rendre des comptes de leur action, que ce soit en matière d'environnement, de parité ou de diversité. Ce que le consommateur veut, ce sont des actes de plus en plus, pas du discours. Est-ce qu'au final, ça ne signifierait pas la mort de la publicité ? Oui, alors effectivement, parce que donc, si on se situe maintenant du côté du consommateur, donc on a vu un peu comment les entreprises, leur place, disons, évoluer. Du côté du consommateur, il y a effectivement des évolutions qui sont totalement majeures et potentiellement fragilisantes, disons, pour la publicité au sens le plus traditionnel.
Dans mon ouvrage, j'en distingue plusieurs. Pour résumer, je pense qu'il y a une première chose qui a trait finalement à l'évolution. Ça a été très évoqué, hein, très écrit, mais sur l'évolution de la consommation. La consommation, on l'a appris en sociologie, la consommation, c'est identificatoire, on s'identifie à la voiture qu'on achète, aux vacances qu'on se paye, et donc elle génère une forme de rêve, hein, finalement, et sur lequel, évidemment, prospère la publicité. Si la consommation, elle change et elle devient plus qu'on pourrait considérer comme agissante, c'est-à-dire qu'on consomme, on veut agir à sa mesure, à sa portée, en achetant, en mangeant de la viande, ou au contraire en consommant exclusivement bio. C'est très intéressant d'ailleurs que ce qui était dans nos assiettes, pour la première fois, c'est devenu un débat politique, hein, pendant ces élections présidentielles. C'est extrêmement significatif. Donc là, on change quand même de statut de la consommation. Évidemment, ce sont des tendances, hein. Aujourd'hui, il y a des questions très lourdes de pouvoir d'achat qui viennent un peu complexifier tout ça, mais c'est un point très important. Et ça a une conséquence effectivement directe sur la publicité, c'est que le consommateur, fondamentalement, il veut plus du rêve, il veut de l'information. Il veut de l'information sur le produit, et ça tue, disons, une forme, on peut considérer que ça tue une forme de la publicité. Il y a une deuxième évolution du consommateur qui est ce que j'ai appelé l'émancipation du consommateur à travers le digital. C'est très simple, le consommateur maintenant, il parle du produit, et les avis du consommateur sont, on le sait très bien, des instruments de crédibilité extrêmement importants pour la transformation, c'est-à-dire pour les ventes. Et évidemment, dans ces conditions, la place de la publicité, elle doit se chercher. Il y a une espèce de guerre de l'attention qui fait qu'on doit en permanence non plus tant raconter une belle histoire, encore une fois, générer du rêve, mais véritablement toucher la bonne personne au bon moment, être percutant. Donc là encore, c'est vraiment un coup de canif dans le contrat de la pub traditionnelle. Une dernière idée, j'irai très rapidement, mais c'est plus, disons, c'est plus sociologique, mais c'est très, très fondamental selon moi. Et Vincent l'a évoqué un petit peu aussi d'une certaine manière, c'est disons, la perte d'adhérence avec l'idée de progrès, c'est-à-dire que la publicité, qu'on le veuille ou non, qui est une construction de la société industrielle, et même jusqu'à aujourd'hui, hein, est fondée sur l'idée d'un mieux, d'une trajectoire vers quelque chose de mieux au niveau individuel comme au niveau sociétal, un rêve très décrié parce qu'on peut considérer que c'est un rêve matérialiste. Voilà, on peut avoir tous les avis qu'on veut, mais n'empêche que c'est une évolution. Et ne serait-ce que les interrogations sur la viabilité de notre système productif battent en brèche fondamentalement cette idée-là. Donc, dans ce contexte-là, on peut se dire qu'effectivement, la publicité classique a, disons, des choses à faire pour se réinventer. Et c'est un peu l'objet de mon ouvrage, de voir comment, dans ce contexte, eh bien, on y reviendra certainement, elle peut peut-être, malgré tout, se réinventer. Je trouve qu'effectivement, la publicité, c'est un lieu d'observation très intéressant de l'évolution de la société et de ses codes. Et je trouve qu'effectivement, c'est intéressant le travail que mène Irène sur ce sujet-là. Mais je pense qu'il y a quand même toujours cette idée que la publicité reste un lieu où s'exprime cette part du désir et du rêve, quoi. Et moi, il y a une phrase de Bachelard que j'aime beaucoup quand il dit, et je trouve que la phrase est d'une profondeur absolue, quand il dit: la conquête du superflu donne une excitation spirituelle plus grande que la conquête du nécessaire, quoi. Et je crois que la publicité, sans être le lieu du superflu forcément, ça reste quand même le lieu où s'exprime toujours une part d'aspiration, une part de fantasme, une part de désir. Et je crois que ce que j'apporte là ne contredit pas ce que dit Irène, mais que c'est plutôt une phase qu'il ne faudrait pas oublier dans cette mutation de la perception de la publicité ou du message de l'entreprise, quoi. Je pense que... Je suis infiniment d'accord, absolument d'accord.